Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage 3 façons pour augmenter ta force mentale. Tu vas pouvoir sortir de l'épisode avec un fonctionnement clair de comment augmenter ma force mentale et bâtir la version de moi que je veux devenir. Tout ça en ayant des trucs pour mieux méditer, comprendre comment méditer, extérioriser ses émotions, pourquoi et comment, et plusieurs autres aspects super intéressants. Si tu aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi, commente. Sur ce, on se voit à l'autre côté de la petite introduction de genre 5 secondes. Hey hey! Bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis neuroactive coach, conférencier, entrepreneur et j'ai bâti ce podcast pour aider les gens à utiliser adéquatement leur cerveau. Parce qu'honnêtement, on a une machine hyper puissante avec des milliards de neurones, mais on n'a pas eu de mode d'emploi. On ne sait pas trop comment utiliser ça, de quelle façon être plus efficace, performant, plus calme, moins anxieux, plus confiant. Bien, il y a une façon de faire. Le but, c'est d'aller vers ce qu'on veut, vers nos objectifs, puis se défaire de ce qui nous empêche, nos blocages, nos peurs. Et c'est ce que je fais avec ce podcast. Je veux responsabiliser la personne envers son cerveau. Parce que oui, nous sommes responsables de comment nous l'utilisons. On peut mettre la faute sur n'importe qui, n'importe quoi, mais si on ne prend pas une décision et on ne fait pas les choses différemment, on va avoir les mêmes résultats. Le sujet d'aujourd'hui, la force mentale. La force mentale, c'est une des façons d'utiliser notre cerveau de manière efficace. Pour avoir une bonne force mentale, il y a différentes façons de fonctionner. Il y a des comportements précis qui amènent des résultats précis. Donc, il y a des choses à faire qui nous procurent une bonne force mentale. Puis si tu es ici en ce moment, si tu es sur le podcast, c'est que tu as déjà fait un pas, je suppose, peut-être que non, puis sinon, ben, tu es bienvenu quand même, mais je suppose que tu as déjà fait un pas vers ce qui est le développement personnel. Tu as déjà entendu les termes de confiance en soi, de pensée positive, peut-être de manifestation, de force mentale. Tu as entendu plein de termes, tu as fait différents avancées dans tout ça. Peut-être que ça fait 5 ans que tu fais du développement personnel, peut-être que ça fait 6 mois, peut-être que ça fait 10 ans. Peu importe, il n'y a rien d'acquis dans ce monde-là. C'est comme l'entraînement physique. Tu peux t'entraîner pendant des années, avoir les résultats que tu veux, mais pour les maintenir, il faut que tu continues à t'entraîner. C'est la même chose avec le développement personnel. Toutes ces facettes-là de nous-mêmes, c'est pas un coup que je l'ai, ça va bien. Un coup que je suis confiant. Un coup que je sais comment bien gérer mon anxiété, ben, j'ai plus besoin de m'en occuper, ça se gère bien. Non, c'est du travail en continu et en continu. Mais c'est le fun. Dit de même, c'est comme tabarnak de tâches, mais c'est le fun parce que ça devient un conditionnement. Il faut se conditionner vers cette façon de faire-là et ça devient une sorte d'habitude, si on répète les choses adéquatement. Et pourquoi le sujet aujourd'hui, la force mentale? Parce que la force mentale, c'est elle qui nous permet d'aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos blocages, au-delà de notre vie actuelle pour créer la vie désirée qu'on veut. Grâce à cette force mentale-là, on va être capable d'aller au-delà de notre conditionnement. Puis quand je dis conditionnement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est où est-ce qu'on est aujourd'hui en ce moment avec nos résultats. On peut être satisfait de nos résultats, on peut être tanné de nos résultats, on peut en vouloir des différents. Quand on veut des résultats différents, quand on veut évoluer vers quelque chose d'autre, il faut évoluer dans un autre conditionnement. Le conditionnement, c'est comme une boîte, là, puis moi, je suis dans cette boîte-là. Si je veux ce qui se trouve en dehors de la boîte, donc si je veux quelque chose que je n'ai pas encore, je dois reconditionner une facette de moi. Et la force mentale, ça permet d'aller au-delà de ça. Qu'est-ce qui crée le conditionnement? C'est nos façons de penser, nos croyances, nos émotions et nos habitudes. En résumé, là, ces 4 aspects-là, ça crée notre boîte. Si je veux aller au-delà de tout ça, je dois aller au-delà de mes façons de penser, de mes croyances, de mes émotions et de mes comportements. Et la force mentale te permet de créer ça. Te permet de faire le bond vers une nouvelle version de soi, de recréer un nouveau conditionnement. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette force mentale-là. Et aujourd'hui, dans l'épisode, je te donne 3 façons de la conditionner. 3 façons qui vont te permettre de la conditionner facilement, plus simplement, disons, parce qu'il n'y a rien de facile, mais plus simplement dans ta vie,
pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Cool? On part. Façon numéro 1, c'est dépasser sa petite voix. On a toute cette petite voix-là à l'intérieur de nous, la petite voix des excuses. Tu sais, la petite voix qui se dit « Ah, pas aujourd'hui. Je vais aller m'entraîner, mais tente pas aujourd'hui, je me sens faible. Ah, je vais aller marcher aujourd'hui, mais ça me tente pas, il fait froid dehors. Ou ah, je vais en reprendre une autre petite bière, juste pour le fun. Je sais, j'avais dit que j'en prenais pas cette semaine, mais m'en prendre une, j'ai une grosse journée. » Tu sais, cette petite voix d'excuse-là qui arrive de je sais pas où, mais qui est très convaincante. Puis là, je suis pas là pour te dire que cette voix-là est fausse ou que tes excuses sont pas vraies, parce que toutes tes excuses sont vraies. Pour être bien franc, là, quand tu as une excuse avec cette voix-là, là, puis elle vient te dire quelque chose comme « il fait trop froid dehors », c'est vrai qu'il fait trop froid dehors. Parce que si tu l'écoutes, ça devient ta réalité, ça devient vrai. Tu as une grosse journée, tu mérites une bière, c'est vrai. Tu mérites une bière. Vas-y. C'est pas faux. Tu as raison. Donc, le truc, quand je dis le truc numéro 1, c'est de surpasser cette voie-là, c'est pas de dire c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. C'est de même plus être sur cette ligne-là. Quand tu entends cette voix-là, c'est pas de dire c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai. C'est de respecter l'entente que tu as envers toi-même, malgré la petite voix qui vient dans ta tête, malgré la petite excuse qui va venir, parce qu'elle va toujours finir par être vraie. Elle va toujours finir par être vraie, cette voix-là. Et c'est en l'affrontant dans les petits aspects de ta vie que dans les plus gros aspects de ta vie, elle va prendre moins de place. C'est plus facile de l'affronter quand tu es au gym, puis elle te dit « OK, là, je suis plus capable, arrête ici », puis de continuer pendant 2 minutes de plus, par exemple. Tu te dis « Non, c'est pas vrai que je suis plus capable, je suis capable encore 2 minutes. » Tu viens de l'affronter. Fait que cette voie-là, elle a été dépassée. C'est un aspect banal de ta vie, l'entraînement, parce que tu t'entraînes, mettons, 3-4 fois semaine, donc tu peux le faire régulièrement. Quand tu arrives dans des situations plus stressantes, plus importantes pour toi, ben cette voix-là va prendre déjà moins de place parce que tu t'es habitué à ne pas l'écouter. Même pas à la valider ou pas, tu ne l'écoutes même pas. Fait qu'elle prend plus d'espace dans ta tête, elle prend plus d'espace dans dans ton attention en général. C'est simplement, elle est là, mais ça fait partie de moi, mais je l'écoute pas, je continue mes trucs. Fait que je me dépasse à chaque fois. Donc, ça devient plus un frein sur mon développement. Elle devient plus une limite pour moi. Fait que quand tu arrives pour faire un appel important, puis ta voix est là pour te dissuader, pour te protéger, pour te dire que ça va être, tu devrais pas, c'est pas le bon moment, la personne, elle voudra pas ça, tu n'es pas assez prête. Toutes ces choses-là, si tu as l'habitude dans la semaine de la dépasser, soit dans l'entraînement, soit quand tu fais des douches froides, là, excellente façon de dépasser sa petite voix, parce que jamais, au grand jamais, tu vas arriver pour tourner la douche froide, puis qu'il n'y aura pas aucune voix, puis tu es comme 100% prêt pour ça. Il y a tout le temps la petite hésitation. Elle est de moins en moins là. Plus qu'on le fait, de moins en moins là. Mais il y a tout le temps un inconfort qui va se créer. Il y a tout le temps d'affronter cet inconfort-là. Donc la douche froide, bien froid, j'adore cette façon de faire-là. Ça peut être au travail, quand tu te dis, OK, là, je travaille un 3 heures, 4 heures, puis là, j'ai terminé, là, je suis plus capable de refaire 1 heure, mettons. Là. Ben, ça fait que tu dépasses cette petite voie-là. Ça fait que tu respectes aussi qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire. Puis affronter l'inconnu. Affronter l'inconnu, dès que tu as de l'inconnu, dès qu'il y a une nouvelle situation, il faudrait que il y a telle chose qui se passe au travail, puis je pourrais aller vers cette nouvelle personne-là, mais je me sens inquiet, je me sens pas prêt, je me sens stressé. Ben, d'affronter cet inconnu-là, qui n'a pas de grands impacts nécessairement, ça fait que tu affrontes ta petite voix. Et si tu fais tout ça au quotidien, tu affrontes cette petite voix-là dans l'entraînement, dans les douches froides, dans respecter tes habitudes, dans aller vers l'inconnu, ben, ça fait en sorte que cette petite voix-là, elle se calme. Un moment donné, elle n'est même plus là pour te déranger parce qu'elle fait comme lui, ben, il respecte ce qu'il se dit. Il sait où est-ce qu'il s'en va, lui ou elle. Il sait où elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis elle est comme plus autant présente. Ça fait en sorte que tu es capable de modifier ton conditionnement plus facilement parce que cette petite voix-là te
ralentis plus. Mais il faut l'affronter au départ. Il faut aller au-delà. Puis un truc pour affronter cette petite voix-là, c'est de se souvenir de c'est quoi notre objectif. Et si d'écouter cette voix-là, ça nous rapproche ou ça nous éloigne de notre objectif. Si je veux faire un appel important, puis ma petite voix dit, ben là, fais pas ça, il est pas prêt ou c'est pas le bon moment. Ou... Est-ce que de ne pas faire cet appel-là, ça me rapproche de mon objectif? Non. Donc, je dois la faire. Si je suis en train de m'entraîner, puis elle me dit, bon, ben là, t'en as assez, puis c'est pas, faut que tu arrêtes, tu vas t'épuiser et tout. Toi, tu le sais que tu veux dépasser ta capacité adaptative, que tu veux t'expandre, grandir, ben, le fait d'écouter cette petite voix-là, ça ne te rapproche pas de ton objectif. Puis là, il faut faire la différence, là, parce que ça a l'air extrême. Là, c'est comme, il faut faire la différence entre s'écouter soi-même, écouter son corps, et écouter cette petite voix-là qui est l'excuse. C'est deux choses. Si tu sens que c'est trop pour toi, puis que, tu sais, par exemple au gym, puis que là, ton corps, il ne suit plus, puis c'est vraiment, tu as dépassé ta capacité adaptative beaucoup ou un peu trop, ben c'est correct, il faut que tu respectes ton corps. Il faut apprendre à faire la différence entre sa voix intérieure d'excuse, de peur, et la réalité de ce qui se passe. Ta voix, là, c'est comme un avertisseur de danger potentiel. Mais il y a un seuil à ça. Il y a des petites voix qui avertissent le danger potentiel des kilomètres avant qu'il arrive. Ça veut dire que merci d'avoir averti, mais je peux quand même continuer quelques kilomètres. Le but, c'est de rapetisser le seuil entre cette voie-là et la réalité de la chose. Parce que c'est comme ça qu'on se développe. C'est en sortant de notre zone de confort qu'on l'expand. Donc, si ma petite voix m'arrête des kilomètres avant que je sorte de ma zone de confort, ben, je ne grandirai jamais. Si j'arrête tout le temps avant de sortir, j'expandrai pas ma zone de confort. Ce que je veux, c'est expandre ma zone de confort, mais pas dépasser ma capacité adaptative, donc créer un trop gros stress pour moi, pour mon mental, pour mon corps. Donc, il faut comme diminuer le seuil entre la petite voix et la capacité adaptative pour que je puisse sortir de ma zone de confort, mais qu'elle m'avertisse quand même pour ne pas éclater ma capacité adaptative. Ça, c'est à force de le faire. On voit la différence entre une petite voix, une petite pensée qui est hey, « fais attention, c'est dangereux », mais c'est pas réellement dangereux là. C'est dangereux dans un potentiel futur. Et finalement, que tu es sur le bord de ta capacité adaptative puis tu t'es dépassé réellement. Il y a une bonne différence. Puis je vous invite à faire le test pour vous en rendre compte. Vous allez le voir, la différence entre la voix et la capacité adaptative. Bref, ça, c'est le point 1. Dépasser sa petite voix au quotidien va faire en sorte qu'on va pouvoir s'expandre at large dans nos vies. Le point numéro 2 maintenant, c'est la méditation. La méditation, c'est un peu encore en lien avec cette petite voix-là, mais c'est une autre facette de cette petite voix-là. C'est une autre facette de notre mental qui est comme un peu l'animal, l'esprit animal en nous, l'esprit réflexe. On a une attention. L'attention, tout dépendant où est-ce qu'elle est focalisée, va déterminer qu'est-ce qu'on regarde, sur quoi on met notre énergie. Lorsque je mets mon attention sur, par exemple, un stress que j'ai, un futur potentiel problème qui peut arriver ou une future situation stressante dans ma vie, je mets mon attention là-dessus. Et lorsque je mets mon attention là-dessus, je crée plus de stress à l'intérieur de moi. Et plus que je crée de stress, plus que mon cerveau essaie de régler, parce que lui, il veut régler ce qui se passe, il veut me protéger. Fait que plus que je mets de l'attention sur ma situation future, plus que mon cerveau essaie de régler la situation future qui n'est pas encore arrivée. Fait qu'il va dans des suppositions de solutions aux problèmes futurs supposés. Fait qu'on bâtit des suppositions sans cesse. Ce qui fait que c'est un brouhaha de pensées qui sont sans fin. Parce que tu ne peux pas arriver à une finalité puisque la situation n'est même pas encore arrivée. Donc, ça, c'est un exemple de où est-ce que tu mets ton attention. Le but, lorsqu'il y a une situation future qui est stressante, c'est d'aller dans sur quoi j'ai du contrôle en ce moment,
pour la situation future, la préparation. Parfait. Je vais prendre action aujourd'hui dans de la préparation pour ma situation future. Ensuite, j'arrête d'y penser. Je me prépare. Une fois que j'ai fait tout ce que je pouvais pour me préparer, j'ai plus besoin d'y penser. Si j'y pense et j'accumule du stress, je vais accumuler des potentielles situations, des potentielles pensées, puis ça va devenir une surcharge mentale. En résumé, si mon attention est dirigée vers ça automatiquement parce que je n'arrive pas à la maîtriser et à la diriger vers le moment présent, vers le travail que je suis en train de faire, vers ma copine, vers mes amis, vers ce que je veux en ce moment puis ce que je veux cultiver en ce moment. Si je ne suis pas capable de le faire parce qu'elle est tout le temps en train de penser à demain, penser à hier, penser à ce qui est dangereux, penser à ce que je vais manquer, penser à... Je suis en train de, de, de gaspiller mon énergie. Je suis en train de mettre mon attention partout, c'est pas moi qui la contrôle. C'est mon animal intérieur. Mon animal intérieur qui décide où est-ce qu'elle va, comment elle se comporte, puis qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je cultive, puis qu'est-ce que je ressens dans de moi. Et là, je cultive plus de stress, plus d'anxiété. Vu que j'ai plus de stress, plus d'anxiété, bien, je suis encore plus dans mon mental. Puis là, je suis encore plus dans mon mental, je suis encore plus en train de trouver des dangers, puis qu'est-ce qui peut arriver. Puis là, plus que je suis dans mon mental, lui, plus qu'il veut me protéger. Fait que plus qu'il va essayer de prévoir. Puis là, ça tourne en boucle comme ça. Puis les façons de faire pour éviter ça, bien, c'est d'aller me divertir. C'est d'aller éviter. Donc, on va revenir au point 3, là, l'évitement. Mais le point 2, c'est la méditation. Je vais te partager une technique de méditation. Parce que méditation, c'est large, c'est un mot qui a plein de significations. Tu sais, on entend des fois l'expression je vais te dire quelque chose, médite là-dessus. Ou je vais méditer, c'est le fait de penser à rien ou de se concentrer sur sa respiration. Ou je fais du yoga, c'est pareil comme la méditation. Puis, méditation, c'est un mot large. Je vais te donner ma façon que je fais ces temps-ci pour méditer. Et pourquoi je le fais de cette façon-là? Il y a l'aspect scientifique derrière la méditation. Et c'est ce que j'aime avec ça. Si ça t'intéresse d'aller voir la science derrière la méditation, je te conseille le docteur Joe Dispenza qui, qui élabore bien et simplifie bien la façon de fonctionnement du cerveau, puis de la méditation, puis comment on passe de plusieurs stades dans la méditation. Mais en résumé, on a comme ce qu'il a calculé, c'est qu'on a des ondes cérébrales. OK? Parce qu'il a utilisé un électroencéphalogramme pour calculer, mesurer les ondes cérébrales de ses patients pendant qu'ils allaient dans la méditation, avant la méditation, pendant la méditation, puis après la méditation. Puis il a décelé 4 types d'ondes cérébrales. Il y a les ondes cérébrales bêta, qui appellent ça, c'est le mode, quand on est en mode survie, quand on est dans le stress, dans le futur, dans le mode survie, qu'est-ce que je t'ai expliqué, là, qu'on est en train de cultiver une solution par-dessus une supposition, puis on met on rajoute plein de suppositions là-dessus. Là. Ça, c'est les ondes bêta. C'est le premier stade, ça, c'est quand tu ne médites pas. Quand on est là-dedans, puis on ne médite pas, puis que notre lobe frontal est activé, là, il y a beaucoup d'ondes bêta qui se passent. Et lorsqu'on commence à diminuer ces ondes-là, c'est littéralement une diminution de l'activité mentale. Donc, quand on commence à méditer, puis qu'on diminue notre activité mentale, on diminue l'analyse extérieure, on diminue l'apport qu'on donne à nos sens. Tu sais, quand on ferme nos yeux, on se met dans un endroit calme, on met notre attention ailleurs que sur nos 5 sens, il y a une diminution de l'activité cérébrale, donc une diminution des ondes cérébrales. Et on tombe dans des ondes qui sont plus, qui appellent alpha, theta ou delta. Il y en a 3 autres. Et c'est des ondes où il y a la créativité, il y a la subjectivité et des états plus d'hypnose, si on veut. C'est là qu'on est capable d'avoir un impact sur notre conditionnement directement dans la méditation. Parce que c'est comme si, quand on médite, notre monde intérieur devient plus réel que notre monde extérieur. Puis pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre ce qu'il voit et la réalité. La réalité, c'est sur quoi il met son attention. Donc, si pendant un certain moment, je mets mon attention sur mon monde intérieur et je me coupe de mes 5 sens, mon monde intérieur devient plus réel. Et dans cet état d'esprit-là, si j'ai des images qui viennent d'un futur que je veux, que je désire, ça devient une réalité sur quoi je commence à créer.
On ne rentrera pas là, OK? Je tenterai de le dire. Et ça serait un podcast, 2 podcasts, 3 podcasts d'1 heure pour expliquer ce phénomène-là. C'est pas là que je veux vous amener aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment du potentiel dans ces ondes cérébrales-là. Mais en résumé, quand tu sors de ces... tu sors de ton monde extérieur, ton monde intérieur devient plus réel et ça calme directement ton mécanisme qui sont en train de suranalyser de stress, d'anxiété et tout ça. Tu calmes le tout. Puis ma technique pour arriver à cet état-là, finalement, je vous l'ai dit, c'est comme, tu sais, mettons que en ce moment, là, si tu peux, mettons, tu ne conduis pas ta voiture, là, je t'invite à, avec tes yeux, tu peux focusser un point précis. Comme là, je focus ma caméra, mais je peux aussi voir autour. C'est comme, là, je suis plus focus. Il y a rien que je regarde en particulier, mais je vois tout autour. Tu sais, je vois ma main à droite, qui est sûrement à votre gauche. Je vois un rideau ici, j'ai un rideau dans mon bureau. Je vois ma porte ici de l'autre côté. Sans la focusser, tu sais, je vois tout ça. Fait que c'est comme une conscience élargie, une vision élargie. On va appeler ça de même. Quand je fixe ma caméra, j'ai un focus, je vois les autres choses, mais je vois principalement ma caméra. Quand je mets un focus plus élargi, je vois tout l'ensemble que mon œil est capable de capter, un genre de 180 degrés. Vous me suivez? Quand je médite, qu'est-ce que je fais? Je fais la même façon de faire de vision élargie, mais avec ma conscience. Fait que je ferme mes yeux complètement, je n'utilise pas mes yeux, je mets souvent de la musique méditative, je m'installe dans un endroit calme, je respire et j'élargis ma conscience. Je me mets à ressentir ce qui se passe autour de moi. Pas nécessairement avec ma peau, mais avec ma conscience. Il faut vraiment le tester, là. Mais allez-y avec le principe de ma vision, je la vois en élargie, ben, j'élargis ma conscience. Donc, je ferme mes yeux, puis je commence à ressentir autour de moi toute l'énergie qu'il y a, toute la pièce, en fait. Je ressens le vide, tout simplement. C'est vraiment de ressentir le vide qu'il y a autour. Puis, plus ça va, plus que je ressens le vide euh, de plus en plus élargi, tu sais. Et je mets mon attention que là-dessus. Je la laisse que là-dessus pendant le temps de la méditation. Puis, tu sais, l'attention, elle va puis elle revient, là. C'est de la pratique, là. Au début, tu peux mettre ton attention pendant 2 minutes sur 20 sur ils appellent ça le champ quantique, là, fait que sur l'environnement autour. Tu peux le mettre pendant juste 2 minutes, mais à force de le faire, ça va augmenter, augmenter. Et c'est de cette façon-là que ce monde-là, qui est extérieur, mais qui est intérieur au final, parce que c'est ma conscience qui le ressent, devient plus réel et diminue automatiquement mes ondes cérébrales. Donc, je te conseille ça dans ta prochaine méditation. Et si tu n'as jamais fait de méditation, essaye ça. Prends un 20 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Puis en 2025, mon but, c'est de faire 115 heures de méditation. Non, 115 heures. Ouais, 115 heures de méditation. Ce qui équivaut, c'est pas beaucoup, là. 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, 7 jours par semaine, ça fait 115 heures à la fin de mon année. J'essaye ça. Il y a des fois que j'y vais un peu plus. Des fois, je fais un 30 minutes. Des fois, des 1 heure. Plus rare, les 1 heure, mais quand je me sens prêt, puis je sens qu'il faut que j'y aille, je vais dans 1 heure. Mais au minimum 20 minutes. Parce que je pense que ça prend un minimum de 20 minutes pour commencer à dompter ton animal, là, à dompter ton attention. Parce que les 5 premières minutes, à chaque fois, c'est dur, là. C'est tout le temps de OK, je pensais à hier, puis là, je me rends compte que je pensais à hier. T'sais. Je me rends compte après 3 minutes que j'étais en train de penser, puis de penser, puis de penser. Là. Non, là, je veux méditer. Là, je reviens. Puis je remets mon attention autour de moi. Puis je sens vraiment un switch. Là. Quand je fais OK, non, je reviens, je mets mon attention autour de moi, je le sens là, descendre. Là. Je le sens là, que j'ai plus de quelque chose qui se passe. Puis c'est dur de mettre les mots là-dessus. Fait que c'est pour ça que je vous invite à l'expérimenter. Vraiment, tester ça, ça vaut la peine. Puis ça augmente notre force mentale. Parce qu'après une méditation, quand elle est bien faite, là, puis qu'elle a été réellement, il y a vraiment eu une méditation qui s'est passée, il y a un avant puis un après. Ton stress va être beaucoup plus calme, mieux géré, une clarté d'esprit, une créativité. Tu vas te mettre dans un état où tu vas pouvoir avoir accès à d'autres choses parce que ton cerveau ne sera pas pris dans ton lobe frontal puis dans tout
les prévisions puis les peurs. Il va être dans un nouvel état qui va t'amener des nouvelles réponses. Et ces nouvelles réponses-là, ça va t'aider dans tes activités. C'est garanti. Fait que, essaye ça. Point numéro 2, la méditation. Et point numéro 3. Point numéro 3, c'est faire face à soi-même dans les moments difficiles. Faire face à soi-même dans les moments difficiles. Puis là, je vais être vulnérable avec vous dans quelques instants parce que je vis des moments difficiles. Et dans ces moments-là, en fait, ce qui me fait grandir le plus, c'est vraiment de les affronter. Pour être franc, je m'affronte moi-même et mes moments difficiles euh, depuis quelques années. Avant ça, j'évitais. J'évitais ça. Et on va voir comment éviter. Donc, chose à ne pas faire. Qu'est-ce que ça fait quand on évite? Et comment affronter? Puis qu'est-ce que ça fait quand on affronte? Éviter, c'est simple. C'est, encore une fois, mettre son attention ailleurs. Donc, de diriger son attention ailleurs que sur ce qui doit être fait en ce moment. Façon d'éviter. Scrolling, réseaux sociaux, divertissement, télévision, jeux vidéo, alcool, drogue, malbouffe. Faire autre chose que ce qui doit être fait ou ce qui doit être affronté en ce moment. Parce que dans la vie, là, quand on veut grandir, aller vers une nouvelle version de soi, exploiter une nouvelle version de soi. Tu sais, disons, j'ai de la difficulté à parler devant des gens, de m'exprimer en public. Ça, c'est une version de toi. Ce que tu veux, c'est être en mesure d'être à l'aise à parler devant le public. Ça, c'est une autre version de toi. Pour passer de l'ancienne à la nouvelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ce qui doit se passer, c'est souvent la mort de l'ancienne version de soi. Il faut apprendre à mourir dans une version de soi pour naître dans une meilleure version de nous-mêmes. On ne peut pas juste naître. Pour une naissance, ça prend une mort. Et c'est vers cette mort-là qui est le plus dur à aller. Pour moi, c'était difficile parce qu'il y a deux aspects d'une mort, d'une mort de version de soi-même. C'est l'aspect des croyances. Fait que tout ce qui est. C'est comme mourir d'une version de soi, là, c'est comme s'il y avait une identité de toi-même, là. Une version de toi-même, dans le fond. Ça le dit. Une version, une identité qui a des émotions puis des croyances. Pour que cette version-là meure et laisser place à une nouvelle, il faut que ces croyances-là meurent, soient changées, renouvelées. C'est ce qu'on fait principalement en Neuroactive Coaching. On va refaçonner les façons de penser d'une personne pour qu'elle puisse éventuellement aller vers une nouvelle version d'elle-même. Mais au-delà de ça, il faut aussi que les émotions reliées à ces croyances-là, les émotions reliées à les expériences qu'elle a eues, aux souvenirs de cette version-là, meurent aussi. En fait, se libèrent. Les émotions vont se libérer et les croyances vont changer, ce qui va créer la mort de la version. La version, elle n'existe plus s'il n'y a plus d'émotions et de croyances. Vous me suivez? Et donc, pour faire ça, il faut que cette équation soit enlever les croyances, les changer et libérer les émotions. Parce que les émotions, ça crée un genre de bagage émotionnel relié aux croyances. Et même si les croyances qui conditionnaient la version, ils sont changés, mais les émotions restent, ça crée un bagage. Puis les émotions, ils agissent comme ancrage. Fait que c'est comme s'ils venaient encore valider cette version-là. Donc, on veut être en mesure de bien s'exprimer devant un public puis d'être à l'aise. On le sait qu'il n'y a plus de danger. On a fait le gros ménage, là. On a clairé toutes les croyances, on a clairé tout ce que ça voulait dire, on a une nouvelle façon de voir les choses, on est confiant là-dedans, on est conscient que c'est comme ça que ça marche. Mais à chaque fois qu'on y va, il y a quand même quelque chose qui nous bloque. C'est le bagage émotionnel qui est encore présent. Que lui, il n'est pas rationnel, il est irrationnel, il est présent. Il va agir quand même, même si tu as tout compris, il est là. Il faut réussir à le libérer, ça. Il faut réussir à libérer cette émotion-là qui est enfouie, là, puis qui est juste là en attendant d'être libérée. Et pourquoi on a de la difficulté à libérer ces bagages émotionnels-là? Deux raisons principales. Première raison, c'est que quand on est enfant, lorsqu'on arrive bambin, on vit des émotions. On crée des émotions à l'intérieur de nous, mais
notre système nerveux, il n'est pas assez développé, il n'est pas assez fort pour être en mesure de libérer ces émotions-là, de les vivre. T'sais. Libérer une émotion, là, c'est de la vivre pleinement, de la laisser s'exprimer. T'sais. Laisser exprimer une émotion comme elle est, puis de lâcher prise sur comment que ça va se passer, c'est ça, libérer une émotion. Lorsqu'on est enfant, notre système nerveux, il n'est pas assez fort pour vivre une émotion, parce que c'est quelque chose, vivre une émotion, il y a de quoi qui se passe, là, ça bouge des trucs. Là. Donc, ce qui fait le cerveau puis le corps pour se protéger, ben, il met les émotions de côté le temps que l'enfant grandisse et que le système nerveux soit capable d'accueillir cette charge émotive-là. Puis un coup qu'il est capable, elle peut être libérée. Allô tout le monde, je vais juste prendre une petite pause du podcast ici pour 2 raisons. Premièrement, ceux qui se demandaient, il me semble que les bébés, ils pleurent pas mal, puis ils sont en colère, puis leurs émotions, ben, ils les expriment. Oui, en effet, j'étais en train de faire le montage de l'épisode, puis je viens de remarquer que j'ai oublié un détail important. C'est pas que l'enfant n'est pas capable de vivre ses émotions ou des émotions, mais n'est pas capable d'exprimer un bagage émotionnel, des émotions accumulées, trop fortes pour lui. Donc, certaines émotions vont être accumulées pour le bien du bambin. Voilà. On remet les choses en ordre. Et tant qu'à vous avoir ici, ben, je vous invite à, si vous aimez en ce moment le podcast, de liker, commenter, partager. Et voilà, bonne continuité. Mais ce qu'on apprend n'est pas en ce sens. On n'apprend pas à exprimer nos émotions, à libérer nos émotions. Donc, on garde le conditionnement de garder nos émotions enfouies. On croit que c'est comme ça que ça fonctionne. Et les émotions qu'on doit vivre, on les met d'un côté. Les émotions qu'on ressent et qu'on ne vit pas dans le moment, on les remet d'un autre côté. On crée plein de bagages émotionnels. On enfouit ça à l'intérieur de nous. On pèse, on pèse. Et c'est comme ça qu'on conditionne des émotions, des bagages émotionnels qui sont enfouis à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'aller vers une version de nous-mêmes qui est libérée, qui est différente. Donc, je vous raconte une histoire. Parce que là, peut-être qu'en ce moment, quand je vous dis ça, quand je vous parle de bagage émotionnel, puis que vous mettez votre attention sur qu'est-ce que vous sentez, peut-être que vous commencez à sentir du petit picotement, là, un petit stress. Peut-être vous sentez votre bagage en ce moment qui vous parle, là, qui est là, puis qui s'active. Parce que c'est en mettant notre attention dessus qu'on peut commencer à le faire vivre, à le faire s'exprimer. Je vous le dis, c'est déstabilisant à faire exprimer un bagage émotionnel parce qu'on perd un certain contrôle sur nous. T'sais. On est habitué d'avoir un contrôle. Non, je décide comment que je réagis, je décide qu'est-ce que je fais, comment je me sens, qu'est-ce que je pense. Mais laisser exprimer un bagage, laisser exprimer une émotion, des fois, c'est tout croche, puis ça vient tout. Regarde, je vais vous conter une histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'étais en train de suivre mon cours de Neuroactive Coaching. C'était à distance, ce cours-là, cette période-là. Et c'était là qu'on parlait des bagages émotionnels. C'est la première fois que j'entendais ce phénomène-là. J'avais déjà entendu le terme, mais là, c'est la première fois que je le comprenais, qu'on me l'expliquait. Et plus mon prof entrait dans le détail, puis expliquait c'était quoi un bagage émotionnel, puis que on pouvait le ressentir dans notre ventre quand on mettait notre attention dessus, puis que c'était là depuis un certain temps, puis que c'était en lien peut-être avec des traumas, des blocages, des manques de confiance qu'on a. Plus qu'il disait ça, plus je le sentais. Là. Et je me souviens, il restait peut-être 45 minutes au cours, et là, je sentais qu'il était là. Et il nous a dit que quand on sent qu'il est là, puis qu'on est dans un endroit safe, il faut les extérioriser. T'sais. On est prêt, là. Notre corps est prêt, on est capable de faire le ménage, on est capable de les laisser être. Et là, il restait 45 minutes au cours, je le sentais que je pouvais le laisser sortir. Et là, j'ai eu une décision à prendre. Soit je le laisse sortir en ce moment dans le cours, ou je le ravale encore une fois, mais ça se peut que j'aille plus accès à lui pendant un certain temps. Parce que si je le ravale, il sera peut-être plus aussi proche pour sortir. Le chanter, il était dans mon ventre, c'était physique. Là. Fait que si je dis non puis j'attends, peut-être que je l'aurais pu. Puis je vais être honnête avec vous, à ce moment-là, j'étais pas prêt pour le laisser sortir durant le cours quand il restait 45 minutes. Fait que j'ai dit, je vais attendre en espérant qu'il soit encore là après le cours. Et finalement,
Après le cours, je suis allé m'asseoir. Là, j'ai fait, là, c'est là que ça se passe. J'ai parlé, littéralement. Là. J'ai parlé à mon bagage émotionnel, puis j'ai fait, là, je suis prêt. Je suis prêt à le faire sortir. Sors comme ça doit sortir, je sais pas c'est quoi, puis tout, mais je te fais confiance. Je parlais au bagage, je parlais à mon corps, puis j'étais comme, je m'ouvre à ça. Là. J'enlève les résistances, j'arrête de, de, de renfoncer ces émotions-là, je les laisse s'exprimer. Là. Allons-y, puis je me suis dit, au pire, si c'est trop, si je sens que je vais reprendre le contrôle parce que j'ai peur, ben, je vais reprendre le contrôle. Je vais essayer de reprendre le contrôle. Le principal, c'est de laisser sortir le plus possible. Donc, j'ai laissé sortir ça, puis je sentais littéralement, physiquement, il a commencé dans mon ventre, puis il montait, là. Il montait jusqu'à mon plexus solaire ici, au centre de mon corps, puis il montait encore entre mes pecs. Puis là, ça montait comme si j'allais vomir. Littéralement dégueuler. Fait que là, moi, la peur me pogne, je m'en vais aux toilettes. Je me mets littéralement à genoux parce que je sentais que ça allait vomir. Et je me mets à vomir de l'air. Je vomis, là. Ça vomit de l'air. Puis c'était tellement intense que j'en pleurais aussi. C'était vraiment un genre de... Je pleurais, je morvais, je vomissais de l'air. Il y avait de quoi qui sortait, je sais pas c'est quoi. C'était quelle émotion. J'ai pas eu aucune image, j'ai pas eu aucune révélation, rien, mais ça sortait. Puis ça a duré tout au total, là, le temps que je me suis assis, puis euh, après avoir vomi mon air, ça a duré 15 minutes environ. Après ça, je me sentais... Je me questionnais, c'était comme, oh, il s'est passé de quoi, mais je me sentais bien, je me sentais apaisé, calme. C'était aussi, je me sentais fatigué aussi parce que ça a été beaucoup d'énergie à mettre, tu sais, pour sortir ça. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais un ménage à faire en dedans. Parce que ce qui a sorti, c'était pas mon bagage au complet puis tous mes bagages. C'était une parcelle de ce que j'ai enfoui depuis les 20 dernières années de ma vie. Et je me suis mis à laisser exprimer ces émotions-là de temps à autre. Quand je fais mes méditations, quand je fais du journaling, quand je sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir, je fais OK, gars, je vais prendre le temps. Puis des fois, c'est dans la journée, tu sais, je peux pas, je suis avec des gens, je suis en coaching, je fais en conférence, je fais quelque chose, je peux pas sortir une émotion-là puis me mettre à l'extérioriser. Je pourrais, en fait, mais je prends le temps de me dire non, regarde, je vais y revenir tantôt, mais je sais qu'il y a quelque chose à m'occuper. Et c'est là que je veux venir, dans le fait de s'occuper de ce qui se présente en ce moment pour nous, de faire face à nous-mêmes. Quand il y a une émotion, c'est stressant de devoir la vivre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais pas comment ça va sortir, tu ne sais pas combien de temps ça peut prendre avant qu'elle sorte, pendant qu'elle sort, puis, et tout ça. Il y a des millions de façons de faire « Ah, fuck off, je vais juste la repaiser encore, là, puis renfoncer ça, puis créer un autre bagage émotionnel. » Je pourrais aller écouter la télé à la place, là, mettre mon attention ailleurs, puis je la sentirai plus après. Je pourrais aller boire une bière, là, puis je la sentirai plus après. Mais ce qui se passe, c'est l'accumulation de ces émotions-là. L'accumulation de ces bagages-là, qui fait que tu restes figé dans une version de toi, qui fait que ça devient aussi lourd à porter. Tu sais, une émotion, là, c'est physique. Il y a quelque chose qui se passe. Une émotion, là, c'est de l'énergie. Là. Plus que tu accumules ça, plus que ça devient lourd, plus que ça devient difficile à gérer, plus que c'est intense pour toi, puis c'est pesant, puis ça vient influencer sur tes pensées, ça vient influencer sur tes comportements. Donc, ce qui a changé grandement ma vie dans les dernières années, c'est de laisser cours à mes émotions. D'arrêter d'essayer de tout contrôler. Même si c'est freakant, puis c'est peurant, puis c'est de l'inconnu, puis tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe, tu sais, le corps, il est intelligent. Il sort ça de la bonne façon. C'est littéralement, tu sais, je vomis pas à chaque fois, mais la plupart du temps, quand je sors une émotion, c'est comme si je vomissais. Tu sais. C'est vraiment comme si j'avais une gastro. Tu sais. Si je dois vomir, je contrôle pas. Genre, quand je dois vomir, ça sort. Là. Mais je fais confiance à mon corps de je dois sortir ça parce que c'est plus bon. Tu sais, j'en ai plus besoin ou je fais une gastro. Fait qu'il faut que je fasse le ménage, il faut que ça sorte comme ça. Là, je m'excuse pour les images que vous avez peut-être en ce moment. Parce que moi, j'ai des images. Mais c'est un peu le même principe. Quand je laisse la nourriture sortir, je fais confiance à mon corps un minimum que c'est pour le mieux. Puis qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Même si c'est inconfortable.
C'est le même principe avec les émotions. Peut-être que ça ne sera pas en vomissant de l'air, là, vous autres. Peut-être que ça va être en pleurant. Peut-être que ça va être juste en vous contractant puis en laissant sortir l'énergie d'une quelconque façon. Vous allez trouver votre façon. Mais tout ça en faisant confiance à notre corps, en le laissant s'exprimer, en le laissant extérioriser, c'est un cadeau que je me suis fait. Et c'est un apprentissage. C'est de la pratique. C'est plus qu'on le fait, plus qu'on a confiance au processus, plus que ça vient naturel, puis on devient adéquat à le faire d'une façon régulière. Ça devient notre façon de faire. J'extériorise mes émotions, je libère ce qui a à être libéré, puis je peux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que je veux bâtir, qui je veux devenir, comment je veux me comporter, qu'est-ce que je veux penser, qu'est-ce que je veux avoir dans ma tête, qu'est-ce que je veux ressentir. Et là, on commence à être libre de créer la version de nous qu'on veut créer. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aura apporté la valeur que vous méritez avoir aujourd'hui comme connaissance. J'espère que vous allez mettre ce nouveau savoir en pratique. Parce que pratiquer, dépasser sa petite voix, ça prend de la pratique. Faire de la méditation puis diminuer ses ondes cérébrales, ça prend de la pratique. Et libérer ses émotions, faire face à soi-même, ça prend de la pratique. Il faut le mettre en action. Et bien ça, c'est votre responsabilité. C'est pour ça que je disais au départ que le but de Bifocus Podcast, le but de Bifocus Academy, c'est en grande partie de redonner la responsabilité que l'humain doit avoir sur son cerveau. On ne manque pas de connaissances, on manque de responsabilisation. Si on prenait pleinement la responsabilité de ce qu'on doit faire dans le moment, à chaque instant, on irait beaucoup mieux de manière générale. Je ne dis pas qu'en ce moment, tu ne prends pas la responsabilité, mais c'est une façon générale de dire que je crois qu'on devrait cultiver ce message-là, de se responsabiliser sur ce qu'on doit faire au day-to-day, et ça part par toi. Si tu montres l'exemple, tu vas influencer les autres à faire de même. Et une autre façon de montrer l'exemple, c'est de partager cet épisode-là. Partage cet épisode-là à quelqu'un qui te vient en tête en ce moment ou que tu as pensé pendant l'épisode, que tu te dis « Ouais, lui, je pense que ça serait bon qu'il écoute tel segment de l'épisode ou qu'il écoute l'épisode au complet. » Lui ou elle, j'ai tendance à dire lui comme si c'était juste des boys, mais je sais que homme-femme, peu importe, on est non-genré, 2025, on s'en rappelle. Donc, tout ça pour dire que si tu penses à quelqu'un, partage-la parce que ça aide vraiment, ça aide les gens pour leur vie, mais ça aide aussi le podcast pour encore plus être connu, pour toucher encore plus de gens, etc., etc. Donc voilà. N'hésite pas aussi, si tu aimes cet épisode-là, à laisser un like et un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as apprécié en particulier, qu'est-ce que tu aimes de cet épisode-là. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Sur ça, je m'appelle Sam Tueno, je suis neuroactive coach et je te dis à très bientôt. Salut!